les 3 amendements de rétablissement faisant l'objet d'une discussion commune. Madame Doineau, pour le 109. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure en discussion générale, je présente cet amendement qui vise à réintroduire l'article 2 B, qui permet aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un médecin spécialiste, sans pénaliser les patientes en termes de remboursement par l'assurance maladie des frais de soins. Alors, afin de garantir un suivi dans la logique du parcours de soins coordonné, un compte-rendu des soins ayant été réalisé par la sage-femme est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. Et ceci est dans la construction même de tous les amendements qui ont été déposés auparavant en faveur de la responsabilité et de la confiance que nous faisons aux sages-femmes. Merci. Madame Poncet-Monge. Merci madame la présidente. Cet amendement, donc, comme il vient d'être dit, vise à rétablir une mesure votée par nos collègues de l'Assemblée nationale, la possibilité donc pour une sage-femme d'orienter une patiente vers un ou une spécialiste. Sage-femme est une profession médicale et par rapport à ce qui a été dit, une femme peut choisir pendant sa grossesse d'être suivie par une sage-femme ou par un médecin généraliste. C'est toujours ce à quoi il faut revenir pour bien comprendre ces amendements. Dans le cadre du suivi obstétrical ou gynécologique, la sage-femme doit pouvoir orienter sa patiente vers un médecin spécialiste. Or, actuellement, si ce spécialiste n'est pas en accès direct, malgré l'expertise de la sage-femme et la pertinence de son orientation en lien avec la grossesse, faut-il le rappeler, la patiente doit retourner voir son médecin traitant, puis le spécialiste. Double démarche qui risque de faire différer, voire quelquefois renoncer quelques-unes, notamment dans les zones sous-dotées en médecins généralistes. Ça a été aussi pointé par un de nos collègues. Si la patiente tarde ou ne peut pas reprendre un rendez-vous chez son médecin, elle risque une perte de chance ou un surcoût financier. Cette mesure a été supprimée au motif que les spécialistes vers lesquels la sage-femme pourrait orienter une patiente dans le cadre du suivi de la grossesse étaient en accès direct. C'est le cas effectivement du gynécologue, mais pas du dermatologue, pas du cardiologue, vers lequel il peut être pertinent d'orienter une patiente. Écoutez bien, suite à l'examen cardio-respiratoire de grossesse. Enfin, c'est pas hors sol. L'amendement propose donc de rétablir cet article tel que voté par l'Assemblée nationale afin de permettre aux sages-femmes d'adresser leurs patientes directement à un médecin spécialiste dans le cadre de ce suivi. Cette mesure a bien sûr été aussi travaillée avec la profession. Elle évite des consultations non nécessaires, non pertinentes, inutilement coûteuses d'ailleurs pour l'assurance maladie. Elle permet de simplifier le parcours de soins des femmes et de reconnaître le rôle et la compétence des sages-femmes qui a l'air effectivement d'être un vrai enjeu culturel. Merci. Merci. Madame Pour-Soppoli, pour l'amendement 132. Merci madame la présidente. Alors cet amendement va dans la même philosophie que les deux précédents. Il s'agit ici de la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l'article 2 B qui autorisait donc les sages-femmes à adresser les patientes à un médecin généraliste sans repasser par un généraliste, un médecin spécialiste sans repasser par un médecin généraliste. Cette disposition avait donc l'avantage de simplifier le parcours des patientes en évitant de devoir prendre un rendez-vous supplémentaire avec leur médecin traitant. Cette dérogation au parcours de soins coordonnés avait également l'avantage de réduire les risques de renoncement aux soins face aux difficultés financières et aux délais d'attente qui sont parfois bien longs, d'autant que nous souffrons, nous le savons bien, dans nos territoires de médecins généralistes. Dans le contexte sanitaire actuel, autoriser les sages-femmes à adresser directement des patientes à un spécialiste a du sens pour éviter de surcharger ces généralistes. À celles et ceux qui auraient peur d'une remise en cause du parcours de soins, cet adressage serait limité puisqu'un certain nombre de spécialistes sont déjà accessibles directement. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission ? C'est un avis défavorable aux 3 amendements, madame la présidente, parce que l'article qui a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat remettait en cause le rôle pivot du médecin traitant.
Alors, j'entends bien ce qu'a dit Mme Poursopoli. Une sage-femme pourrait s'adresser sa patiente directement à un médecin spécialiste, sauf que si on fait ça, l'année prochaine, on aura les infirmières qui demanderont la même chose. L'année d'après, on aura les rhumatologues qui diront si mon patient a une dermatose, pourquoi pas l'adresser directement à un dermatologue ou à un neurologue. Et on se retrouvera dans la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, où les patients iront voir 36 médecins différents, auront 36 ordonnances différentes, et le médecin pivot, le médecin généraliste qui se retrouvera dans la situation dans laquelle je me suis trouvé moi une fois, où j'avais un de mes patients qui était allé voir la même journée son cardiologue et son rhumatologue et qui 2 jours après faisait une hépatite toxique. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord. Laissons le rôle du médecin généraliste comme médecin traitant, comme médecin pivot, point final. L'avis du gouvernement. Je partage l'avis du monsieur le rapporteur. Les choses ont un sens. Encore une fois, on étend considérablement le périmètre du champ d'action des sages-femmes. D'ailleurs, je crois qu'il y a au moins une vingtaine ou une trentaine d'amendements dans ce texte sur les 160 qui sont consacrés aux sages-femmes. Ce n'est pas anodin, mais en même temps, je vous dis, la profession a évolué de manière vraiment extrêmement forte depuis maintenant 3 ou 4 ans, et à travers cette loi et à travers d'autres textes de loi passés et à venir, la profession ne cesse d'évoluer. Maintenant, j'ai entendu un débat tout à l'heure sur la profession médicale intermédiaire où on me disait il ne faut pas tout confondre, on n'a pas besoin d'avoir... Il y a des médecins et puis ensuite il y a d'autres acteurs de soins. Et là, vous êtes en train, amendement par amendement, de dessiner des missions d'une profession qui commence à avoir la couleur, l'odeur et le goût du médecin. Attention. Je dis attention, non pas parce qu'il n'y a pas la volonté de bien faire, l'éthique chevillée au corps, etc. des sages-femmes, mais attention de ne pas tout confondre. Et monsieur le rapporteur Miot a raison. Il faut que lorsqu'il y a un problème de santé, qui ne soit pas lié à un problème de santé relevant d'un acte de sage-femme, il faut en référer à son médecin traitant. C'est important pour le parcours de soins. Vous avez des débats sans fin et important sur le DMP, sur la circulation de l'information, sur la coordination des soins, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur le sénateur tout à l'heure sur le fait que tout le monde veut être coordonnateur. Tout le monde veut coordonner les soins, mais du moment que chacun est coordonnateur. Et c'est comme ça, tout le monde se quitte bons amis et sans avoir coordonné grand-chose. Donc encore une fois, on structure, on enrichit, on diversifie les missions et les parcours de chacun. Moi, je suis un grand promoteur de l'évolution des métiers. Vous ne me verrez jamais être dans un conservatisme, mais le parcours de soins, ça a été un acquis dans notre système de santé, qui a permis d'améliorer la santé des Français, parce qu'on a une structure centrale qui permet ensuite d'organiser et d'orienter chez les différents médecins spécialistes d'organes. Donc un avis défavorable sur ces 3 amendements. On verra. D'accord. Bien, avant de donner la parole pour les explications de vote sur ces amendements, je voulais informer l'Assemblée que je suis saisie de 3 demandes de scrutin public, une par amendement, de la part du groupe Les Républicains. D'abord, pour l'explication de vote, la parole est à Monsieur Jomier. Merci Madame la Présidente. Moi, j'ai défendu et je défends le fait que la profession de sage-femme soit une profession qui doit exercer la plénitude de ses missions dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Point. Désorganiser à ce point-là le parcours de soins, c'est porter atteinte à une construction qui est historiquement une construction qui a visé à mettre de l'ordre dans le système de soins, parce que le désordre d'un système dans lequel vous entrez par n'importe où, c'est plus d'inégalités sociales et c'est plus d'inégalités de santé. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. La simplification, ça n'est pas de dire que tout le monde peut aller où il veut, quand il veut. Le système de soins, c'est comme une maison à 2 étages. On rentre par le rez-de-chaussée, on monte au premier, on monte au second, on ne rentre pas par la fenêtre du second pour sortir par le premier, etc. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Et là, ça n'est pas cohérent. Parce que vous dites, mais ça concerne des spécialités qui ne sont pas en accès direct. Bah oui, sinon, évidemment, les spécialités en accès direct, elles sont en accès direct, il n'y a pas besoin de passer ni par le médecin traitant, ni par la sage-femme. Là, on parle, par exemple, on va prendre un autre exemple. On parle d'une femme qui a des brûlures à l'estomac, qui dit à la sage-femme, j'ai mal à l'estomac. Elle dit, ah, mais vous allez aller chez le gastro-entérologue faire une fibroscopie. Mais non. Mais non, ça c'est ce qu'on a voulu éviter par la construction du parcours de soins. C'est que 95% des personnes qui ont mal à l'estomac, le médecin traitant, par une prescription simple et par des conseils, il règle le problème. Et on ne multiplie pas les actes techniques. Parce que la désorganisation du parcours de soins, c'est aussi la multiplication des actes techniques.
derrière. Et donc là, on sort de la gestion de la santé sexuelle et reproductive, et sous couvert d'une simplification, alors que c'est quand même pas terrible bah oui, si on a un autre problème, on va voir, on désorganise le parcours de soins. Et enfin, les amendements ne disent pas du tout que c'est limité, par exemple, à la période de grossesse. Ce qui pourrait, là, peut-être, on pourrait en tout cas ouvrir la discussion. Là, c'est général. C'est-à-dire la sage-femme, à tout moment, c'est général, puisque c'est lors des actions de contraception, des consultations de prévention, etc. Donc, c'est hors de la grossesse, à tout moment, pourrait orienter hors du parcours de soins. Moi, je ne souscris pas à cette désorganisation. Merci, Monsieur Jomier. Il y a Madame Apourceau-Poly et ensuite Madame Guillotin. Et Monsieur. Merci Madame la présidente. Excusez-moi, Monsieur le président de commission et Monsieur le ministre, mais votre argument ne tient pas du tout. Vous dites demain ce sera les infirmières. J'ai beaucoup de respect pour les infirmières et je respecte le travail énorme qu'elles font, y compris actuellement dans les hôpitaux. Mais les infirmières, c'est une profession paramédicale. On ne parle pas du même sujet. Les sages-femmes sont du personnel médical. Pour la plupart, elles ne le font plus aujourd'hui parce que PACES n'existait plus, mais elles ont dû passer le cap de PACES pour entrer en maïotique. Donc, une sage-femme, c'est bac+5. Et donc, je regrette que vous puissiez donner un argument parce que non, demain, nous ne proposerons pas ça pour les infirmières. Nous le proposons aujourd'hui pour les sages-femmes. Et ce n'est pas le même corps de métier et ce n'est surtout pas la même fonction. Et puis, comment on fait dans les territoires comme les nôtres ? Dans le mien, par exemple, je suis du Pas-de-Calais, dans le bassin minier. On a des tas de gens qui n'ont même plus de médecin traitant. On a des tas de gens qui n'ont plus de généraliste. Moi-même, je n'ai plus de médecin traitant. Mon médecin est parti en retraite, il avait bien droit. Et on n'a plus de médecin au cœur du bassin minier. Alors, qu'est-ce qu'on dit à toutes ces femmes qui sont obligées, qui peuvent demain, qui ont un problème, ou qui n'en ont pas d'ailleurs, mais qui ont besoin d'un suivi par un spécialiste? Qu'est-ce qu'on leur dit? D'attendre la Saint-Glinglin, comme on dit chez moi, trouver un généraliste? Mais enfin, ça ne tient pas debout. Il faut quand même revoir un peu les choses. Et vous savez, tout comme moi, que nous sommes dans nos territoires, et je pense aussi aux territoires ruraux, parce que j'ai parlé du bassin minier, mais je pourrais parler aussi de la ruralité. Nous sommes dans des territoires où il n'y a plus de généralistes, ou alors on les compte sur les doigts de la main. Et parfois, pour avoir un rendez-vous avec un généraliste, quand on en obtient un, eh bien, il faut attendre 5 à 6 jours. Voilà. Madame Guillotin. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je vais voter contre ces amendements et je vais reprendre les propos pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une question de bac+5, bac+2, bac+9. Je pense qu'il y a un parcours de soins. Le médecin généraliste, on ne dit pas le spécialiste, le médecin généraliste qui est moins bac que le médecin spécialiste est au cœur de ce dispositif. Et je pense qu'il faut garder, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma DG, je pense qu'on peut étendre les compétences des uns et des autres, des auxiliaires de santé ou des professions comme les sages-femmes. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on garde une ligne directrice. Et cette ligne directrice, c'est le parcours de soins et le pivot qui doit rester, en tout cas, le médecin généraliste et le médecin traitant. Ensuite, donner l'argument de dire il y a des endroits où il n'y a pas de médecin, on met la sage-femme, je pense que c'est un mauvais argument. Il n'y a pas des territoires où il faut qu'il y ait des traitements différents. Je pense que si c'est un autre problème, il faut résoudre l'accès aux soins de manière différente. Et pour toutes ces raisons, moi, je voterai contre les amendements en question. Monsieur Hénault. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Mon explication de vote sera assez proche de celle de Madame Guillotin. C'est assez fréquent d'ailleurs. Ma religion n'était pas faite sur cette question. Et d'ailleurs, j'ai voté l'amendement tout à l'heure de notre collègue Longeau. Mais ceci dit, je dois reconnaître que je suis assez sensible à la question du médecin coordinateur. On a dit des choses fortes, justes sur la profession de sage-femme et naturellement, je les partage et je ne les reformule pas. Mais je crois que dans l'organisation de la santé, le médecin coordinateur est un acquis
et détricoter cette organisation à l'occasion d'un amendement, bien évidemment tout à fait légitime, hein. J'ai bien entendu les arguments, la question des déserts médicaux, elle se pose, mais faut-il pour ça détricoter cette organisation et cet acquis du médecin coordinateur? Je ne le pense pas, donc je voterai contre ces amendements. Je vous remercie. Merci, Monsieur Savary. Oui, merci. Simplement un problème de responsabilité. Moi, j'attire l'attention de mes collègues quand même, parce que c'est pas parce qu'on a mal à l'estomac qu'on a un problème d'estomac, quoi. On a tous eu des infarctus qui commençaient par un problème d'estomac. Quand on a mal au dos, on ne va pas voir forcément un rhumatologue. Ça peut être une colique hépatique, une colique néphrétique ou d'autres choses bien plus graves. Et vous pouvez mettre en danger, en orientant mal votre patient, mettre en danger sa vie. Donc, soyons attentifs. Ce n'est pas un service qu'on rendrait aux sages-femmes. Il y aura un problème de responsabilité énorme. Donc, soyons raisonnables, soyons attentifs et prenons les choses, me semble-t-il, dans le bon sens. Merci, Monsieur Chassaing. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, moi je vais dans le même sens que Madame Guillotin ou monsieur Savary. C'est vrai que tout à l'heure j'ai fait un amendement pour que la sage-femme puisse prescrire les médicaments, mais dans mon esprit, c'était en accord avec le médecin traitant, si vous voulez. Voilà, donc là c'est encore autre chose. La personne qui va voir la sage-femme, il faut un examen clinique du malade, si vous voulez. Bon, la sage-femme, elle est très compétente, mais elle n'a pas l'habitude d'examiner des médecins en dehors de la pathologie ou de la grossesse. Donc pour ça, je voterai également, je regrette, mais contre. Madame Cohen. Oui, moi je voudrais souligner que d'abord je trouve que notre débat est extrêmement intéressant et que effectivement nous sommes sensibles à la notion de parcours de soins et les arguments qui ont été donnés par plusieurs de nos collègues sur le fait de ne pas vouloir désorganiser le parcours de soins est essentiel. Mais moi j'attire quand même votre attention sur un problème quand même que l'on partage. C'est-à-dire, on est quand même dans une situation aujourd'hui en 2021 en France qui est très particulière par rapport à la démographie médicale. Et donc, on a à adopter des comportements pour qu'il y ait un suivi des patientes et des patients. Mais je ne sais pas, alors peut-être qu'il faudrait l'ajouter dans l'amendement, mais enfin, une femme ne va pas voir une sage-femme quand elle n'est pas enceinte. Et donc, avancer... Enfin, sauf... Alors, si, mais d'accord, c'est pas juste ce que je dis, puisqu'on en a débattu, mais je veux dire que c'est quand même, ce que je voulais dire par là, c'était que c'était quand même restreint dans un certain nombre de pathologies ou de femmes ou quand on est enceinte. Donc il me semble quand même que accorder par ces amendements la possibilité à ces sages-femmes donc d'adresser à un spécialiste ne me semble pas devoir être la porte ouverte à une désorganisation du parcours de soins. C'est quand même, on est face à une situation qui est assez exceptionnelle, on va dire, et donc trouver ce genre de solution peut aider dans un certain nombre de territoires. Donc voilà, moi, ce que je voulais ajouter dans la discussion. Merci. Madame Doineau. Oui, alors moi j'ai vraiment écouté aussi ce débat. Il est intéressant parce que justement on est là sur où mettons le curseur par rapport aux délégations de tâches. En fait, moi j'entends bien les arguments qui sont avancés par Monsieur le ministre et j'y adhère. Je suis pour la coordination, pour la pluridisciplinarité. Simplement aujourd'hui, ce monde idéal n'existe pas partout sur nos territoires. On a un déficit de professionnels de santé et quelquefois on peut avoir une sage-femme. Et c'est pour ça que, contrairement aux amendements qui ont été déposés par mes collègues, j'ai ajouté, moi, que justement, il fallait prévenir, adresser au médecin traitant la décision que la sage-femme prenait. Et je trouvais que c'était comment dirais-je, une sécurité. Et c'était surtout pour, justement, la responsabilité dont s'est fait écho notre collègue René-Paul Savary. C'est vrai que c'est une responsabilité, mais il vaut mieux encore rencontrer une sage-femme que personne quand il n'y a pas de médecin traitant. Mais le fait de prévenir, de donner les éléments de contexte et de diagnostic au médecin traitant, c'est une garantie, il me semble, suffisante. Bien. Les explications de vote étant terminées,
Elles ont été productives puisqu'elles ont amené au retrait des demandes de scrutin public. Donc, je vais mettre aux voix les amendements qui ont reçu un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du Gouvernement. Je commence par le 199 de Madame Doineau. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 100, même vote. Le 132, même vote. Ils ne sont pas adoptés. Je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h35 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.